Il fait de plus en plus froid. Le ciel est encore bouché aujourd'hui. Il pouvait faire ce temps au-dessus de l'Angleterre. Personne dans la cour. Ce n'est pas encore l'heure de sa promenade. Sacrées articulations. Cette humidité me fait souffrir. Allons, cessons de nous lamenter. Tiens, relisons ces papiers. C'est lui. Léon! Léon! Oui, Édouard, je suis là. La nuit n'a pas été trop dure. Bien sûr que si. Nos ennemis nous traitent bien mal. Cette prison est indigne de notre époque. Aucun chauffage, des murs qui suintent, des cafards qui courent sur le sol. Quelle misère! Que fallait-il attendre de cette prison? Heureusement, les gardiens sont corrects. Les gardiens sont corrects. Je vous trouve bien indulgent. Mais tous ces gardiens, ces policiers, ces juges, travaillent pour un gouvernement qui nous hait. Ils ont prêté serment à un gouvernement qui a juré notre perte. Ils ont prêté serment à un gouvernement qui s'est vendu à l'occupant. Nous sommes tombés dans l'abîme. Oui. Nous sommes tombés dans l'abîme. Édouard, gardons courage. Souvenez-vous de cette nuit du 6 février 1934, où vous représentiez à vous seul la République. Souvenez-vous de tout ce que nous avons accompli ensemble par la suite. Tout cela est si loin, Léon. Allons, Édouard. Retrouvez cette pugnacité qui a fait de vous ce taureau du Vaucluse. Que craignent tant vos adversaires? Que craignaient, Léon? Alors, nos adversaires ont gagné maintenant. Et nous sommes ici à croupir dans cette prison. Édouard, nous ne sommes pas morts. Courage, mon ami. Rappelez-vous les mots de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Monsieur Baratier, c'est l'heure. Merci, Léon, de me remonter le moral. Et de me rappeler mon devoir, à moi qui ne l'ai pas toujours rempli à votre égard. Édouard, c'est du passé. Le courage. Oui. Il reste le courage. Allons, monsieur Baratier, c'est l'heure. J'arrive! Léon, comment en sommes-nous arrivés là? À demain, mon ami. À demain. Comment en sommes-nous arrivés là? Oui. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est notre procès. Le procès de la République. Il pense avoir abattu la gueuse, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Nous serons là, en première ligne pour la défendre. Ah, ils ne nous ont pas pardonné leur grande peur. Leur grande peur de juin 1936. Que fait donc cet animal de Duchemin? L'heure est grave, bon sang. Voilà, camarade Salingro.
Voilà Duchemin, alors où en est-on? Bonsoir. Oui, bonjour Duchemin. Alors quelle est la situation? 2 500 000 grévistes. 2 500 000. À Paris, les ouvriers ont cessé le travail, ils occupent les ateliers. Toutes les usines de la région parisienne sont en grève. Jouot, voilà le moment que nous attendions tous. Oui, jamais la classe ouvrière n'a été dans une telle position de force. Les usines occupées, 2 500 000 travailleurs, derrière nous qui espèrent et nous soutiennent. Une force irrésistible, une véritable marée. Pour les patrons n'ont qu'à bien se tenir. Quelle catastrophe. J'ai rencontré ce matin 20 patrons de la métallurgie, tout est bloqué chez eux. Et aucune branche n'est épargnée, aucune ville n'échappe à cette vague de grève. Toute l'industrie est paralysée alors. Toute l'industrie, et les bâtiments, les travaux publics, et aussi les assurances et les grands magasins. Vous n'avez jamais vu ça. Et les ouvrières de la haute couture, les bouchers, les représentants de commerce, les coiffeurs, les mariniers, tous se sont mis en grève. Jouot, j'espère que les ouvriers sauront se tenir tranquilles. C'est maintenant au tour du gouvernement de faire son travail. Et les mines, Duchemin, mes mines. Et mes Assyries, vous rendez-vous compte, mes Assyries. C'est la révolution bolchevique. Et cet animal de Blum qui ne veut pas faire intervenir la police pour faire évacuer nos usines. Ah, surtout pas si le sang de l'écoulé, c'est nous qu'on tiendrait pour responsables. Non, Blum n'est pas un agité. Sa proposition est la seule alternative. Ah, je sais, négocier avec la CGT sous la férule du gouvernement. Ah, j'enrage de devoir céder ainsi. Il y a ce foutu programme du Front Populaire. Mais que fera votre Blum si ses amis communistes en demandent plus? Ils vont nous imposer le gouvernement des soviets. J'en ai déjà parlé avec le camarade Lourd. Ces grèves sur le tas sont totalement spontanées. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous le savez aussi bien que moi. Pas un seul mot d'ordre. On est dépassé. C'est un mouvement unique. C'est la grève générale. Et croyez-moi, il ne faut pas lâcher le morceau. Et nous non plus. Si l'on veut éviter de tout perdre, il faut négocier. C'est le seul moyen. Les ouvriers sont d'accord. Ils ont demandé que vous soyez présent en vos qualités de sénateur, de président du consortium des forges et des plus importants patrons de France. Ah, j'entends la voix de monsieur le président du conseil. Il est temps d'y aller. Eh bien, comme on ne peut pas faire autrement, on leur rencontrer ces bolcheviques du chemin. Bon, les conventions collectives, les délégués ouvriers et la reconnaissance du droit syndical étant maintenant acceptés par les représentants patronaux, passons au dernier point. Monsieur le Président, avant d'aborder ce dernier point, je tenais à vous faire part du mécontentement de tous les patrons dont les usines sont occupées et les machines confisquées par les ouvriers. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une atteinte au droit de propriété. Aussi, M. Fargeau, est-il nécessaire de trouver un accord favorable à toutes les parties, ce qui permettra une reprise rapide du travail. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quelles sont les dernières nouvelles des occupations d'usines? Eh bien, monsieur le président, il n'a été signalé aucune dégradation. Les ouvriers entretiennent les machines. Pas de débordement non plus. Les seuls débordements que l'on m'a signalés sont des débordements de joie. Les ouvriers attendent les résultats de négociation. Merci. Bien, le comportement exemplaire des ouvriers devrait vous rassurer, monsieur. Aucune atteinte n'a été portée à l'appareil de production. Je laisse la parole aux représentants de la CGT. Très bien. Nous souhaitons qu'aucune sanction ne soit prise contre les grévistes. Aucune sanction? Et puis quoi encore? Le droit de grève, monsieur Fargeau, est reconnu dans notre pays par la loi du 25 mai 1864. C'est juste, monsieur le Président, mais nullement l'atteinte à la liberté du travail. Les ouvriers ont le droit de faire grève autant qu'ils le veulent, mais chez eux, ils n'ont pas le droit d'empêcher les autres de travailler en occupant nos usines. Vous désirez donc que le gouvernement fasse intervenir la force publique pour évacuer les usines? Dois-je donner de telles instructions à monsieur le ministre de l'Intérieur? Surtout pas, Monsieur le Président, surtout pas. Aucun patron de France ne le souhaite. Et c'est heureux, monsieur Duchemin, car le gouvernement n'a nulle intention de faire couler le sang. Alors, messieurs, monsieur Jouot demandait qu'aucune sanction ne soit prise en encontre des grévistes. Monsieur le Président, nous acceptons cette revendication. Monsieur Jouot, vous pouvez continuer. Il reste maintenant la question de l'augmentation des salaires. C'est la question qui préoccupe le plus les travailleurs. Je m'en doute. Mais avant que vous annonciez la couleur, mon collègue et moi-même souhaitons que soit d'abord évoquer les conséquences de ces augmentations sur la vie de nos entreprises. Mais il faudrait déjà évoquer les conséquences sur la vie des ouvriers de l'augmentation des profits que vous distribuez à vos actionnaires. Ce n'est pas ce sujet qui nous intéresse, monsieur Frachon, mais bien vos revendications salariales. Mais les deux sont liés, monsieur Fargeau, car ces profits colossaux que vous et vos semblables percevez, c'est le fruit du travail des ouvriers. Il ne faudrait pas l'oublier. Et il serait temps qu'ils en aient leur part.
Revenons à ce pourquoi nous sommes réunis. L'augmentation de salaire des travailleurs. Et nous sommes ici pour écouter vos revendications et pour nulle autre chose. Écoutons d'abord les propositions des représentants de la CGT avant de les contester, M. Fargeau. Oui, monsieur Duchemin, nous sommes là pour trouver une solution. Mais j'aimerais d'abord, et j'insiste, que l'on veuille bien évoquer les conséquences de ces augmentations sur le fonctionnement de nos entreprises. Messieurs, à votre légitime interrogation, je réponds que ces augmentations auront un effet bénéfique sur la consommation, donc sur la relance de l'économie dans son ensemble. Monsieur le représentant syndicaux, vous pouvez continuer. Nous proposons une hausse de 10% pour les salaires les plus élevés et de 15% pour les salaires les plus faibles. Ni plus ni moins. Vous voulez rire? Le pouvoir d'achat des ouvriers n'est pas un sujet qui me fait rire, monsieur Fargeau. Ces montants sont inacceptables, à moins que vous ayez l'intention de nous pousser à la ruine. Avec de telles augmentations, nous ne pourrons plus payer nos fournisseurs, ni même investir. Vous devriez vous renseigner un peu plus sur les charges qui pèsent sur nos entreprises. Et vous, monsieur Fargeau, vous devriez vous renseigner un peu plus sur les charges qui pèsent sur vos ouvriers. En ce qui vous concerne, on connaît vos profits colossaux. Mensonge, exagération. Mensonge, les nombreux châteaux que vous possédez. Je ne vois pas le rapport. Monsieur Jouot, vous direz un peu vos revendications qui sont un peu excessives. Excessive, mais totalement démentielle, oui. Nous proposons une augmentation de 5% pour les salaires les plus élevés et de 8% pour les plus bas. Alors voilà qui est plus raisonnable, et encore. On n'est pas venu ici pour accepter qu'on donne une aumône aux travailleurs. Une aumône? Mais vous avez le sens de la formule. Faut-il vous rappeler pour la énième fois que nous ne sommes pas en mesure d'appliquer les folles revendications que vous exigez? Messieurs, je crois que vous n'êtes visiblement pas suffisamment au courant de la réalité de ce que gagnent vos ouvriers. Sous-entendez-vous que nous sommes des ignorants? Le savez-vous? Je ne suis pas venu ici pour subir un interrogatoire. Revenons, si vous le voulez bien, à vos revendications. Nous proposons une augmentation de 5% pour les salaires les plus élevés et de 8% pour les plus bas. Impossible, monsieur Duchemin. Et le coût de la vie est devenu trop élevé. Les prix du pain, du lait, de la viande n'ont pas cessé d'augmenter, alors que les salaires n'ont pas cessé de baisser. Nous ne pouvons pas accepter votre proposition. Ce doit être 10 et 15%. Et pas moins. Alors je vous le dis tout net, c'est non. Messieurs, vous devriez prendre en considération ce que vient de dire M. Jouot. Depuis 4 ans, la baisse des salaires générales dans notre pays a engendré de très dures conditions d'existence. Pour bien des travailleurs, vous ne pouvez pas l'ignorer. La baisse des salaires. Est-ce notre faute à nous si nos entreprises ont été frappées de plein fouet par la crise? Ces montants sont inacceptables. J'ai pas vraiment l'impression que la crise frappe les habitants des beaux quartiers qui roulent en Rolls. Je rejoins ce que dit mon collègue. Nous pouvons accepter des augmentations qui feraient peser des charges trop lourdes pour les entreprises. Que diriez-vous de 6 et 9%? Bon. Mais je crois franchement que nous n'y couperons pas. Tenez, messieurs, prenez donc connaissance de ces chiffres. Et vous aussi, monsieur Fargeau. Comme ça, vous verrez un peu ce que gagnent vos ouvriers. Alors, messieurs, les chiffres sont éloquents, n'est-ce pas? Je ne sais que dire. C'est pour ces pays misérables, qui permettent à peine de payer le loyer et de se nourrir, que les ouvriers travaillent comme des bêtes de somme. Et tout ça en fonction du rendement, sous la surveillance constante du contremaître. Eh bien, messieurs, vous semblez étonnés par les chiffres que vous avez devant les yeux. Est-ce possible? Comment avons-nous pu laisser faire cela? Nous avons manqué à notre devoir en laissant les choses aller ainsi, n'est-ce pas, M. Fargeau? Je vois que la démonstration est éclatante. L'éclaircissement que vous nous avez apporté, messieurs, va nous permettre de reprendre la négociation sous de meilleurs auspices. Monsieur Jouot, pensez-vous que la dernière fourchette d'augmentation proposée par M. Duchemin soit susceptible de satisfaire les ouvriers? Sûrement pas, monsieur le président. Les patrons doivent faire plus d'efforts. Ils veulent que le travail reprenne. Les ouvriers seront mécontents si leurs revendications ne sont acceptées qu'à moitié. Me voilà une belle argumentation. Un chantage doublé d'une menace. Mais ne contrôlez-vous donc pas vos ouvriers, monsieur Jouot? Mais ce ne sont pas mes ouvriers, monsieur Fargeau. Le mouvement actuel est spontané, et vous le savez bien. Aujourd'hui, ce ne sont pas les syndicats qu'il faut convaincre, mais toute la masse des ouvriers. Bien, pour parvenir à un accord, nous acceptons que les salaires les plus bas soient augmentés de 15%, et nous proposons une augmentation de 7% pour les plus élevés. Nous ne pourrons pas faire plus, je vous assure. C'est un gros effort que nous consentons là. Nous acceptons. Bien, voilà un excellent accord qui va réparer une grande injustice. Une grande injustice sociale en permettant une distribution plus équitable des profits.
Ça ne s'est pas trop mal passé. À vous trouver du chemin. Ça aurait pu être pire, nous avons limité les pertes. Je dirais même que nous l'avons échappé belle. Nous l'avons échappé belle. Nous conservons nos usines, les ouvriers vont reprendre le travail, nous en sommes juste quittes pour des bénéfices moins importants. Je ne sais pas si je dois vous admirer pour votre philosophie ou vous plaindre pour votre naïveté. Nous avons dû céder car le rapport de force était en leur faveur. Voyez-vous ce que cela veut dire? Que les élections étaient en notre défaveur et nous avons tout de même rectifié certaines injustices. Certaines injustices? Ah, décidément, vous êtes encore plus naïf que je le pensais. Maintenant qu'ils ont obtenu des hausses de salaire, croyez-vous qu'ils vont s'en tenir là? Ils vont vouloir encore plus d'augmentation, encore plus de loisirs, encore plus de liberté. Les soviets, vous dis-je! Vous exagérez. Certes, la discussion a été rude, mais M. Blum a donné tous les signes de la plus grande modération. Bon, je pense vraiment que nous l'avons échappé d'elle. Et d'ailleurs, je pense que nos amis vont être satisfaits de cet accord. Ah, les vôtres peut-être, mais les miens j'en doute. Car comme moi, ils n'ont dû céder qu'à la force. Voilà tout. Ah, vous noircissez trop le tableau. Ce soir, nous avons une assemblée extraordinaire. Vous y êtes conviés. Je vais vous quitter après. Ah, mon cher Duchemin, si j'étais toi, je commencerais à craindre pour mon avenir. Ah, ce Duchemin, quel chiffre. Et ce Blum, avec ses petites lunettes rondes et son regard piégeux, là. Ah, il nous a bien trompés lorsqu'il nous a rencontrés à la Banque de France. J'ai besoin de vos capitaux pour accomplir ma grande œuvre réformatrice et la relance de l'économie, qu'il disait. Tu parles. Ah, il n'a pas changé depuis 20 ans, il est toujours vendu au bolchevisme international. Ah, que j'envie les patrons allemands. Là-bas, les ouvriers travaillent 16 heures par jour. Pas de grève, pas de syndicat, pas de socialistes, pas de communistes, pas de fainéants. Ceux-là, on les met au pas et là-bas, on travaille, c'est tout. Blum, para, triomphe, prends tes airs arrogants. Jouis de ta victoire avec tes amis bolcheviques. Couvre ta feuille de chou de ta propagande socialiste. Enlivre tes partisans de ton idéologie pernicieuse. Et si vous avez gagné une bataille, monsieur le président du Conseil, vous n'avez pas encore gagné la guerre. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez déclaré la guerre. J'entre les mains la moitié de l'industrie française. Et j'en ai mis au pas des gouvernements depuis 30 ans. Alors ça n'est pas un petit maître des requêtes au Conseil d'État qui va me donner des leçons de pouvoir. Patience, mon ami, patience. Cette liesse populaire ne va pas durer. Peut-être, mais pour l'instant, ils nous tiennent, et ils nous tiennent bien. Sans doute ils nous tiennent. Mais le programme de M. Blum va entraîner tant de dépenses que son gouvernement ne tiendra pas longtemps. Il a trop promis. Croyez-moi, dans moins d'un an, c'est la banqueroute. Nous y veillerons. Ce Blum, il faut l'abattre. Il faut l'écraser définitivement. Patience, mon ami, notre heure viendra. Ah, mon cher Volmer, que je regrette l'échec du 6 février 1934. Les ligues m'ont terriblement déçu. Les ligues, bien sûr. Mais nous avons bien d'autres atouts. Les journaux, tous nos amis au Sénat, et nous comptons même dans les rangs de nos adversaires de précieux alliés. Édouard, rassemblons nos forces. Faisons le serment de rester unis tant que l'ennemi commun ne sera pas battu. Vis unita fortior. L'union fait la force. Concluons ce pacte, mon ami. Et puis, ils n'ont pas nationalisé le crédit. Blum et ses alliés n'ont pas nationalisé la Banque de France. Notre Banque de France. Ils ont commis là une grave erreur. Congés payés. Votez à l'unanimité. Convention collective. Votez. Semaine de 40 heures. C'est le plus difficile. Votez. Une grande victoire pour la classe ouvrière. Une grande victoire pour le peuple français. Ce sera ma fierté d'avoir modifié la vie du peuple à l'usine et hors de l'usine. C'était un rêve. Maintenant, c'est une réalité. Quand je pense à Jaurès, à ces 30 années de combats farouches, quel chemin parcouru! Notre victoire est à la fois celle des Français et celle des ouvriers. De tous les travailleurs, Jouot. Pas uniquement les ouvriers. Il ne faut pas oublier tous les autres. Les paysans, les artisans, les employés. C'est-à-dire la grande masse des électeurs de votre parti. Oui. Comme la grande masse des ouvriers représente la grande masse des électeurs du Parti communiste et de la SFIO. Messieurs, ne nous querellons pas pour de telles considérations. Nous savons tous que le Rassemblement populaire est un contrat
passer entre la classe ouvrière et la classe moyenne. Exactement, camarade Blum. Aussi, il ne faut pas oublier la classe moyenne. Elle ne sera pas oubliée, Édouard. Dès demain sera présenté à la Chambre le projet de loi pour la création d'un office du blé, ce qui permettra de réguler les cours. Ainsi qu'un autre pour la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans. Ainsi que la dissolution des ligues fascistes. N'oublions pas, mes chers camarades, que nous nous sommes unis après le 6 février 34, contre le danger fasciste. D'ailleurs, Thorez, c'est bien dommage qu'il n'y ait aucun ministre communiste dans ce gouvernement. Pourquoi avez-vous refusé d'y participer? Vous savez bien, j'étais pour, mais le comité central a voté contre. Mais nous, camarades communistes, on se charge du ministère des masses. Alors faites en sorte qu'il y ait de la discipline dans votre ministère. Il y en aura, si le gouvernement fait correctement son travail. C'est aussi simple que ça. Et croyez-moi, nous y veillerons. Ne pourrait-on pas aller plus loin? Tout le peuple est derrière nous. Ne serait-ce pas le moment de donner plus de pouvoir financier au gouvernement en nationalisant la Banque de France? On s'était mis d'accord pour un programme limité. Mais je suis étonné par votre frilosité, camarade Thorez. Moi qui pensais que vous, communistes, étiez pour les nationalisations. Mesure révolutionnaire par excellence. Camarade Jouot, il n'a jamais été question pour nous de faire la révolution en rejoignant le Front populaire. De toute façon, le camarade Staline a été clair. Pas de proposition qui pourrait effrayer la classe moyenne. Je suis d'accord avec Thorez. Il n'est pas question pour nous de faire voter des lois pour lesquelles nous n'aurions pas donné notre signature. Et puis, nationaliser la Banque de France? Non. Je refuse de soutenir une telle mesure révolutionnaire. Mon ami, je comprends que dans la fièvre de notre victoire, vous brûliez de pousser plus avant les réformes vers une société socialiste. Mais nous n'avons pas été élus pour cela. Ne croyez-vous pas que tout est possible? Non, mon cher Jouot. Justement, tout n'est pas possible. Allons, Jouot. Nous n'allons pas recommencer nos discussions. Il faut respecter ce que vous avez signé avec nous. Ne voyez-vous pas que tout le peuple est en marche? Derrière nous? Qui nous soutient? Et ne voyez-vous pas que tout est possible? Jouot, on s'était mis d'accord pour un programme limité et précis. Seule est prévue la nationalisation des industries d'armement. Non. Non et non. Vous devez respecter le texte que vous avez signé. Et pourtant, Blum, cette mesure permettrait de libérer le gouvernement de la tutelle des banques. Peut-être. Mais mon ami, soyez raisonnable. Aucun de nous n'a le droit de profiter du pouvoir pour faire appliquer des mesures qui n'ont pas été proposées aux électeurs. Ce serait malhonnête envers ceux qui ont voté pour nous. Exactement. Et puis, n'oubliez pas que le gouvernement du Front populaire est un gouvernement de coalition. Notre but n'est pas de faire surgir la révolution. Nous avons fait le serment de réaliser le programme du Front populaire. Rien que le programme. Maintenant que les lois sociales ont été votées, elles vont être appliquées. Jo, je pense qu'il serait enfin temps de faire cesser les grèves. Ne croyez-vous pas que vous devriez parler aux ouvriers? Les ouvriers, qui ont tant de fois été floués par le passé, attendent que soient signées dans leurs usines les conventions collectives. Ils attendent que les augmentations de salaire soient effectives. Les promesses, ils connaissent. Maintenant, il faut que le patron signe. C'est pour ça qu'il ne relâche pas la pression. Messieurs, les ouvriers voient que le gouvernement accomplit sa mission. Aussi, je vous demande de les exhorter à reprendre le travail dès que les accords ont été appliqués dans les usines. Léon, il est temps que ces grèves qui paralysent notre pays s'arrêtent. Je dois avouer qu'elles commencent à me contrarier. Je me demande si ces grèves ont été aussi spontanées qu'on a pu le dire. Je me demande si Jouot et Thorez n'étaient pas derrière tout ça. Édouard, vos insinuations sont déplacées. D'abord, de nombreux patrons n'ont pas encore appliqué les accords Matignon. Ensuite, nos deux amis ont bien compris l'enjeu du retour à la normale. Ils vont exhorter les ouvriers à se remettre au travail. Voilà d'ailleurs notre camarade Salingro, qui va nous dire ce qu'il en est de son voyage dans le Nord. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, quelles nouvelles nous apportez-vous de votre bonne ville de Lille? Eh bien, monsieur le président,
J'ai dû intervenir personnellement pour calmer les mineurs en grève, car les patrons des houillères n'avaient pas encore signé les accords. Je pense que j'ai réussi à les convaincre de le faire. Bien. J'espère que l'exemple de votre intervention va inciter les autres patrons à obtempérer. Car le Sénat s'inquiète de ces grèves qui s'éternisent. Il reste encore 1000 entreprises occupées. 930, Monsieur le Président. 930. Mais j'ai confiance. Les patrons finiront par plier devant la volonté populaire. C'est pour votre énergie et pour votre passé de militant syndicaliste que je vous ai choisi pour ce poste. Monsieur le Président. Oui, Roger? Avez-vous lu le dernier numéro de l'Action française? Cette feuille infâme! Je tâche d'ignorer les ordures qu'elle véhicule. Eh bien, Monsieur le Président, vous devriez lire le dernier numéro. Il publie un article anonyme m'accusant d'avoir déserté en 1915 et d'avoir été condamné à mort pour désertion. C'est un tissu de mensonges. Mon ami. J'ai été fait prisonnier, c'est vrai. J'ai été jugé, mais acquitté. On ne peut pas laisser passer une telle calomnie. Je comprends votre colère. Mais croyez-moi, le mieux est de ne pas y répondre. Vous voyez? Mais oui, voyez, les feuilles fascistes, elles ne cessent de m'insulter depuis des années. Pour elles, je suis le maître juif, le produit virulent du ghetto oriental, le détritus humain qui mérite d'être fusillé, mais dans le dos. J'ai toujours pris le parti de les ignorer. Aussi, je vous l'assure, il n'y a qu'une seule chose à faire, les mépriser et les ignorer. Vous avez raison, Monsieur le Président. Je ne vais pas m'abaisser à leur répondre. Mais pour faire taire ces calomnies, je souhaiterais qu'on fasse une enquête pour déterminer la fausseté de ces allégations. C'est mon honneur qui est en jeu, et pas seulement ma personne. Soit qu'une commission d'enquête soit diligentée, dont les conclusions seront communiquées dans un communiqué officiel. Ainsi, Roger, vous serez innocenté définitivement. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la ville, allons au-devant du matin. Debout, ma blanche, chantons le vent, debout, ami. Il va vers le soleil levant notre pays. La 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 la. Alors, Thérèse, tu m'as jamais dit quand tu as rencontré Léon. Mais si, voyons. Ah, mais je m'en souviens plus. Je l'ai connu quand j'avais 20 ans. Je militais déjà à l'époque. Et il était marié avec Lise, lui, sa première femme. Il ne voulait pas la quitter. Alors on s'est éloignés. Et Léon se saoulait de travail, il n'avait pas une minute à lui. Et puis il y avait Jaurès. Jaurès pour Léon, c'est une fascination. Et vous vous êtes revus? Oui, en 1911. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. On s'est croisés un soir sur le boulevard. Léon sortait du théâtre et moi d'une réunion de section. C'est à partir de ce moment-là que nous sommes aimés. Nous fréquentions souvent. On s'écrivait beaucoup aussi. Ah, les lettres de Léon. Quelle merveille. Et Lise? Ah, Lise. Lise trouva une de mes lettres. Ce fut douloureux pour elle, mais pour lui aussi. Mais elle a accepté. Elle n'a jamais aimé l'engagement politique de Léon. Elle ne l'a jamais accepté. Tu sais, jusqu'à sa mort, il n'a jamais voulu la quitter, il n'a jamais voulu divorcer. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Tu as raison, ma petite Simone. Comme il a souffert, tiraillé entre elle et moi, entre sa passion et son sens aigu du devoir conjugal. Par moments, sa culpabilité le mettait au supplice. Cela peut paraître évidemment étrange, qu'il ait entretenu cette double liaison. Beaucoup dans son entourage lui ont reproché, même parmi ses amis. Mais que veux-tu? Il est comme ça, Léon. Il dit parfois que les hommes et les femmes sont naturellement polygames. N'as-tu pas peur du penchant de Léon pour la polygamie? Simone, non, voyons. Je n'ai pas peur.
car je suis irrésistible. Mais assez parlé nostalgie. Ah, tiens, voilà René. Mais c'est notre Simone. Alors, tu es venue voir ton oncle? Oui, je suis venue voir celui qui est en train de changer la vie des ouvriers. Mais Robert n'est pas avec toi? Ah non, Thérèse ne t'a pas dit. Il a dû partir pour Lyon. Il rentre samedi. Ma chère Simone, j'ai appris que tu avais repris l'enseignement. Depuis 1 an, à cause de ma mauvaise santé, j'ai dû arrêter mon travail de fraiseuse chez Renaud. Mais j'ai tout de même été surprise d'apprendre que tu arrêtes ta carrière de professeur de philosophie pour t'engager à l'usine. Ça me paraissait important de savoir de quoi je parlais. J'ai voulu connaître la vie réelle des ouvriers. Je suis en admiration devant ce que tu as fait. Ah, nous avons lu ton bel article dans la Révolution prolétarienne sur les grèves. Alors, qu'en avez-vous pensé? Ton texte est formidable. On s'y croirait. Ah, ça y est, j'ai trouvé la page. J'adore ce passage, écoutez. Cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, se sentir des hommes pendant quelques jours. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai ressenti cette joie d'entendre au lieu du fracas impitoyable des machines, de la musique, des chants et des rires. Pour la première fois et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur et un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. C'est émouvant. L'évocation de Simone résume bien, je trouve, l'état d'esprit qui règne en France depuis 2 mois. Voyez ce que nous venons de vivre à Paris ces derniers jours. L'exaltation calme de la foule, pas de cris. On s'aborde dans la rue, on cause avec n'importe qui. Les passants s'arrêtent, prennent part au dialogue. Oui, j'ai ressenti moi aussi cette transformation. On assiste à la naissance d'une nouvelle convivialité. On voit partout les Français confiants qui parlent au français. Sauf dans les beaux quartiers, où lors de chaque défilé, on ferme à clé les portes cochères des immeubles. Je n'avais jamais vécu un pareil 14 juillet. 3 jours durant, on a vu littéralement la joie sourdre du pavé parisien. On a vu, on a senti, au milieu de cette foule immense qui chantait, une intense ferveur populaire. J'ai adoré la fête aérienne du Bourget. Oh, quel succès populaire! Pour une fois qu'on permettait aux ouvriers de voir les avions de près, c'est normal. Oh, et la pièce d'Anton, qui a été jouée en plein air dans les arènes de Lutèce, au milieu de milliers de gens enthousiastes. Oh, quel spectacle inoubliable! On a enfin offert à tous les portes de la culture. C'est à cette tâche titanesque que s'emploient mes infatigables ministres, Jean Z et Léo Lagrange. Je vois que toutes ces dames sont là. Oui, nous profitons du calme des premiers jours du mois d'août pour vous rendre une petite visite. Oui, René, tout est calme dans notre pays. C'est le premier été depuis bien longtemps que je ressens ainsi. Si serein, si reposant. Oui, Paris est calme. Surtout que beaucoup d'ouvriers sont partis en vacances pour la première fois de leur vie. Ah, voici sans doute l'œuvre dont je suis le plus fier. Les congés payés. J'ai là de quoi te faire plaisir. J'ai enfin fini de trier le courrier du jour. Depuis que Thérèse a bien voulu assurer mon secrétariat, elle se tue à la tâche, car elle tient à répondre à tous ceux qui m'écrivent. Tu exagères, Léon. Non, je ne crois pas. J'étais tout de même très fatigué ces derniers jours. Et ces accès de fièvre? C'est passé. Ménage-toi tout de même. Depuis que tu es à Matignon, nous vivons à un rythme effréné. Hein. Allez, Thérèse, allez-vous nous lire ces lettres, nous brûlons d'impatience. Je ne sais laquelle choisir. Celle que tu veux. Elles sont si nombreuses. Ah tiens, celle-là. Elle provient de Pouliguen. Elle est adressée à monsieur le citoyen Blum. Vive les vacances et honneur à Léon Blum, signé un ouvrier reconnaissant. En voici une qui a été postée au Sable d'Olonne. Merci, monsieur Blum. Grâce à vous, j'ai vu la mer avant de mourir. Une autre encore d'un vieux monsieur de 70 ans. Je vais enfin connaître la montagne. Oh, Qu'y a-t-il, ma chérie? oh, cette carte, écoute Léon, c'est une petite fille qui l'a écrite. Merci, monsieur Blum. Je vais pour la première fois connaître ma grand-mère parce que papa va nous conduire. Voilà des témoignages bien émouvants, Thérèse. Ah, si Jaurès était là pour les entendre. Voilà qui récompense de tant d'années de lutte et de sacrifice. C'est la première fois de leur vie qu'ils prennent le temps de vivre. Ces vacances rachètent le chagrin de toute une vie. Oh Léon, tu es en train d'accomplir une véritable révolution. Une révolution tranquille, sans violence, sans fusil. Mais une révolution tout de même. Tu as raison, Simone. Une véritable révolution. Et le plus important, tu vois,
C'est qu'à ces vies difficiles, on a ouvert un avenir. On a créé chez eux un espoir. Mon Dieu, que de mauvaises nouvelles. La ville d'Irun est tombée hier au soir aux mains des troupes de Franco. Des milliers d'Espagnols affluent à la frontière pour se réfugier à Hendaye. Le dernier emprunt n'a rapporté à la trésorerie que 4 milliards. Les grèves reprennent. À Paris, en province. Les radicaux et les communistes ne se cachent plus pour critiquer le gouvernement. Bonjour mes amis. Messieurs, je vous écoute. Blum, je crois qu'il est temps de faire voter la seconde phase des réformes. La retraite des vieux travailleurs, l'assurance chômage, mais surtout commencer enfin la réalisation des grands travaux. Depuis ces derniers mois, nous avons amoncelé une œuvre législative sans précédent. Il était nécessaire de souffler un peu. Ah oui, la fameuse pause. Pour augmenter les recettes, on n'a pas à faire payer les riches. Il faut taxer le capital. De la démagogie, tout ça. Nous ne pouvons appliquer une telle mesure. Au contraire, nous devons encourager le retour en France des capitaux expatriés, en leur offrant certaines facilités fiscales. N'est-ce pas trop donné aux capitalistes? Il faudrait plutôt empêcher la fuite des capitaux. Blum, pourquoi refusez-vous d'instaurer le contrôle des changes? Impossible, Jouot. Nous nous isolerions par rapport à nos alliés anglo-saxons. Je suis moi aussi totalement opposé à cette mesure liberticide. Si le gouvernement ne veut pas faire payer les riches, il peut diminuer le budget de l'armement. 14 milliards, c'est énorme. Ce budget est nécessaire pour moderniser notre armée. N'êtes-vous pas au courant que l'Allemagne d'Hitler est en train de procéder à un réarmement sans précédent? Torres, vous qui êtes un fervent antifasciste, vous ne pouvez qu'approuver le renforcement de notre armée face à la menace militaire de l'Allemagne d'Hitler et de l'Italie mussolinienne. Vous parlez de lutter contre le fascisme, mais votre politique de non-intervention en Espagne est indigne de l'antifascisme. Torres, nous en avons déjà parlé. C'était la seule alternative. Et nous avons livré à la République espagnole toutes les armes que nous pouvions. Blum, j'aimerais que nous parlions des difficultés actuelles que rencontre la classe ouvrière. Depuis les accords Matignon, la plupart des patrons ont augmenté leurs prix de manière scandaleuse. Résultat, la classe ouvrière se retrouve comme avant. La classe ouvrière... La classe ouvrière, la classe ouvrière. Mais vous n'avez que ces mots-là à la bouche, pas parole. Et les paysans, et les artisans, et les commerçants, ils sont ulcérés par les 40 heures payées 48. Trop de charges. La classe moyenne, qui a voté pour le Front Populaire, faudrait voir à pas l'oublier. Édouard, on ne l'a pas oublié. Et pourtant, il a l'impression d'être oublié et de payer les pots cassés. Édouard, vous devez faire comprendre à vos électeurs que la pause permettra une reprise de la croissance économique au bénéfice des artisans, des commerçants, des paysans. La pause était nécessaire, j'en conviens. En attendant, les ouvriers dégustent. Je suis d'accord avec le camarade Jouot. Le bénéfice des hausses de salaire de juin a été annulé par les augmentations scandaleuses des prix qu'ont pratiqué les patrons. C'est vrai que certains grands industriels ont artificiellement majoré les prix de vente de leur production. Et l'augmentation du prix du pain,
de la farine, des légumes, de la viande, c'est aussi à cause des grands industriels? On se demande si vos petits commerçants, vos paysans n'ont pas augmenté leur prix par jalousie, pour contrer les hausses de salaire des ouvriers. Thorez, comment pouvez-vous parler ainsi des petits commerçants et des paysans, alors que c'est vous qui avez imposé à vos camarades socialistes l'application brutale de la semaine des 40 heures? C'est pour la contrebalancer que les patrons ont dû augmenter leur prix. Édouard, la semaine de 40 heures était dans le programme, elle devait être appliquée. Oui, mais graduellement et non en bloc, pour satisfaire vos amis communistes qui attisent les grèves avec leurs camarades de la CGT. Ce ne sont pas les communistes qui attisent les grèves, mais les patrons, en refusant d'appliquer les accords Matignon. Ni la CGT, je suis d'accord avec le camarade Thorez. Vous les communistes, vous n'avez toujours pas renoncé à l'épreuve de force, hein? Et c'est pour quand la prise d'assaut des usines? C'est pour les entraîner à la guerre civile que vous poussez vos camarades à se battre en Espagne? Vous osez parler de guerre civile, alors que vos amis radicaux souhaitent la victoire de Franco? Ça en est trop! Accuser le parti radical de soutenir les fascistes, alors que c'est moi qui ai fait voter la loi d'armement pour protéger la France des États fascistes. Ça, c'est du vrai pacifisme. Pour un ministre du Front Populaire, je vous félicite. Mais il est vrai que vous êtes ministre de la guerre. Vous osez parler de pacifisme, vous le battant en guerre, qui exhortez les ouvriers à prendre les armes? Quoi? J'en supporterai pas davantage, monsieur le président du Conseil. Mes amis, je vous en prie. Tout de même, Blum, c'est pas une façon de parler. Je vous en prie, Maurice, calmez-vous. Et vous aussi, Édouard. Monsieur le secrétaire général du Parti communiste français a dépassé la mesure. Et monsieur le ministre de la guerre, peut-être pas? Voyons, messieurs. Messieurs, auriez-vous supplié? Enfin, les attaques contre le Front populaire ne sont-elles pas suffisantes? Pour le menacer, pour le fragiliser? Faut-il que vous leur apportiez votre aide en vous querellant de la sorte? Enfin, Blum, les paroles de Thorez. Tout de même, Blum, Daladier a dépassé les bornes. Vous rappelez-vous qu'il y a 1 an, nous avions fait le serment solennel de rester unis? Vous avez raison, Blum. Cessons de nous bouffer le nez. Mais tout de même, ne tardons pas trop à appliquer la suite du programme. La pause dure depuis un peu trop longtemps. Je suis d'accord avec vous, Léon. Nous surmonterons ces difficultés financières avec méthode et sans précipitation. Justement, il faut songer à assurer l'indépendance financière du gouvernement en appliquant les réformes nécessaires. Nationalisation des banques, du crédit et des industries clés. Mon ami, cela devient une idée fixe. Vous savez très bien que nous avons été élus pour appliquer le programme du Rassemblement populaire et rien que le programme. Tout le programme. Mais rien que le programme. Daladier, vous avez raison de vous opposer au contrôle des changes. Ne suis-je pas en train de fragiliser le gouvernement? Voyons, Édouard, n'oubliez pas à quel parti vous appartenez. Je le sais, Caillou. Mais n'oublions pas que nous sommes les descendants de ce tiers-état qui a fait la République. Voilà de belles idées. C'est bien d'en avoir. Mais avant tout, il ne faut pas oublier la réalité. Que voulez-vous dire? Que je suis un illuminé? Je n'ai pas la tête dans les nuages, moi. J'ai les pieds sur terre, moi. Depuis 2 ans, j'ai l'impression que vous délaissez ceux qui forment la base de notre parti. Cette paysannerie qui est le cœur de notre pays. Ces artisans qui en font la richesse. Cette classe moyenne qui en est l'esprit. Je le sais, Joseph. Inutile de me le dire. Et si d'aventure vous veniez à l'oublier, vos électeurs s'en chargeraient. Comme ils n'ont pas manqué de le faire. Dois-je vous rappeler notre dernier congrès à Biarritz? Inutile. Les représentants des petits patrons qui ont critiqué la passivité du gouvernement à leur égard. Je sais. Et cette dévaluation qui pèse surtout sur les rentiers et les pensionnés. Je le sais aussi bien que vous. Et cette profusion de drapeaux rouges partout. Les radicaux n'ont pas voulu cela. Je le sais, bon Dieu, Joseph. Inutile de me le rappeler. J'ai retenu la leçon de Biarritz. Édouard, ne croyez-vous pas qu'il est temps d'en finir avec ces occupations d'usines? Avec ces grèves qui laissent croire que le pays est bolchevisé? Je condamne moi aussi ces occupations d'usines. Et j'ai rappelé à Blum que notre parti veut la réalisation du programme, et rien de plus. Certes, certes.
mais pas au prix de nouvelles dépenses ruineuses. Que voulez-vous dire? Ces 14 milliards votés pour le budget de la guerre, était-ce bien raisonnable? Ces dépenses d'armement sont nécessaires. Comment compterez-vous assurer ces dépenses quand l'État sera en banqueroute? Pardon? Mais oui! Comment comptez-vous assurer ces dépenses? Cela est du ressort du ministre des Finances. D'ailleurs, l'arrêt momentané des réformes doit permettre le renflouement de la trésorerie. Bien sûr. La pause. Mais n'oubliez jamais, mon cher Édouard, l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire. Voilà la clé de tout. L'équilibre budgétaire. Je maintiens que ces dépenses d'armement sont nécessaires. Et d'ailleurs, je serais un bien piètre ministre de la guerre si je ne veillais pas à la modernisation de notre armée. Bien évidemment, monsieur le ministre de la guerre, vous faites bien de ne pas oublier votre devoir. C'est certain. Comme vous feriez bien de ne pas oublier vos électeurs. Bonjour Caillot. N'était-ce pas à Daladier que vous parliez à l'instant? Si, monsieur Fargeau. Alors, mon cher sénateur, la loi d'armement de votre ami Daladier va grever fortement le budget de l'État. Je lui ai bien fait comprendre que c'était une erreur. Caillot, que pensez-vous de ces rumeurs de contrôle d'échange et de taxation du capital que l'on sent brander du côté des cocos et des socialos? Monsieur Fargeau, vous savez que je me suis toujours opposé à toute atteinte fiscale au capital. Nous savons combien vous êtes une personne raisonnable. Les funestes réformes du gouvernement Blum ont asséché les finances de l'État. Mais j'ai des amis fidèles dans le gouvernement qui s'opposeront à toute atteinte fiscale au capital, comme ils se sont opposés à toute forme d'intervention en Espagne. Et ils ont bien fait. Il n'est pas question que la France fasse tuer ses soldats pour aider ces bolcheviks du Frente Populaire. Du Frente Crapula, vous voulez dire. Dites-moi, Caillot, moi j'ai confiance en vos amis du gouvernement, mais en ce qui concerne le Parlement... Les députés radicaux soutiennent toujours le gouvernement, mais de plus en plus de sénateurs le critiquent ouvertement. Serait-il prêt à vous suivre si vous décidiez, au moment opportun, de joindre votre loi au nôtre pour barrer la route à Blum? Messieurs, je vous le garantis. Ah, mon cher Volbert. Ah, tous ces petits radicaux, tous ces petits bourgeois sont nos meilleurs alliés. Ils ont une frousse de tous les diables de perdre leur petit capital. La peur du bolchevisme. Voilà ce qui va les transformer en ennemis farouches du Front populaire. Dites-moi, êtes-vous d'accord avec la date que je vous ai proposée? Oui, j'en ai parlé aux représentants de la haute banque, ils seront présents. Et de votre côté? Ah ben, tous les représentants du patronat et de la droite seront là. Et il y aura Laval aussi et ses amis. Ah, Blum, nous allons enfin t'asséner le coup de grâce. Ah, ce perfide Daladier. Je te l'avais bien dit qu'à la première occasion, il te ferait le coup de Jarnac. Je suis furieuse contre lui. Thérèse, ne crois-tu pas que tu exagères? Il reste tout de même l'un de mes plus fidèles alliés. Mais Léon, voyons, c'est une véritable trahison. Ce sont des radicaux traîtres. À la première difficulté, ils tournent leur veste, c'est leur sport favori, et s'acoquinent avec l'infâme réaction. La colère t'égare, Thérèse. Sans les radicaux, il n'y aurait pas de gouvernement de Front populaire. Ce ne sont pas des révolutionnaires, mais de fervents républicains.
Il n'empêche que les fascistes gagnent tous les jours du terrain en Espagne, malgré les appels à l'aide de nos amis républicains. Ceci est un autre problème, Simone. Simone n'a pas tout à fait tort. Que faisons-nous pour l'Espagne? Chaque jour, nous recevons des centaines de lettres de réfugiés qui ont fui les combats. Quand mes amis qui s'engagent dans les brigades internationales me demandent « Mais que fait donc ton oncle ?» Je ne sais pas quoi leur répondre. Que puis-je leur dire quand ils réclament des avions et des armes pour l'Espagne? Certains camarades socialistes tiennent également de tels propos. Ils obéissent, Léon, mais ils désapprouvent la passivité du gouvernement et cachent leur honte quand ils croisent des camarades communistes. Mais enfin, est-ce qu'il y a ici, dans ma propre famille, une seule personne qui croit que j'ai changé depuis 3 mois? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas? Quand je lisais comme vous le récit de la prise d'Irun et l'agonie des derniers combattants, croyez-vous par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Vous savez bien que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez que j'ai été subitement destitué de toute intelligence, de toute faculté de réflexion? Mais non, Léon, mon chéri, voyons, personne ne pense ça, même pas tes pires ennemis. Si le gouvernement du Front populaire était intervenu militairement en Espagne, il se serait disloqué 8 semaines après sa constitution. Ne pouvant intervenir militairement, nous avons proposé une politique de non-intervention, une action politique pour aider la République espagnole, tout en préservant la paix. Jamais, jamais je ne m'abandonnerai à la plus funeste des idées, l'idée de la fatalité de la guerre. Il n'empêche que les nazis allemands et les fascistes italiens continuent à livrer des avions et des chars pour Franco. Simone, tu sais bien que le gouvernement laisse passer par la France du matériel soviétique pour l'armée républicaine. Que crois-tu? Moi aussi, je souffre tous les jours de ne pouvoir aider plus nos amis espagnols. Mais je dois tenir compte de certaines alliances cruciales pour notre pays, comme celle de nos alliés anglais qui désapprouveraient une intervention en Espagne. Des compromis, des concessions, mais la politique n'est donc faite que de cela. Est-ce suffisant pour contrer le fascisme qui triomphe au-delà de nos frontières? Est-ce suffisant pour stopper dans notre pays la contre-offensive de la réaction? Simone a raison. Il n'y a pas qu'en Espagne que la réaction attaque. Chez nous aussi, elle a retrouvé son antique arrogance. Je sais. Nos ennemis n'ont pas désarmé. Mais ils ont fait pire que cela, Léon. Ils ont décidé de t'abattre. Pas un jour sans qu'un de leurs torchons ne publie contre toi un appel au meurtre. Pas un jour sans qu'on reçoive chez nous des lettres de menaces. N'est-ce pas cette réaction qui, à force de calomnie, a poussé ce pauvre Roger Salengro au suicide? N'est-ce pas cette réaction qui finance les ligues fascistes qui ont provoqué les émeutes sanglantes de Clichy? Thérèse, pour cette terrible affaire, nous n'avons pas les preuves absolues. Ah, je suis enragée contre ces fascistes. Je suis furieuse contre ces radicaux traîtres qui menacent de démissionner sans arrêt. Et pendant ce temps, on trouve un engin explosif près de notre appartement. Et ce type qui t'a lancé cette bille de verre qui est passée à 2 cm de ta tête. Non, Léon, je n'en peux plus de toute cette haine, toute cette violence. Un jour, il te... Ma chérie, qu'as-tu? Ce n'est rien, juste un malaise. Le surmenage de ces derniers mois, sans doute. Simone, tu devrais peut-être rentrer chez toi. Thérèse a besoin de se reposer. Tu es sûre? Oui, Léon a raison. Je ne te chasse pas, j'ai juste besoin de me reposer. Et puis on se voit dimanche. Rentre sans crainte. Simone, je m'occupe de Thérèse. Dois-je appeler le docteur Desmarais? Non, c'est bon, c'est passé. Je suis brûlante de fièvre. Je vais téléphoner à Desmarais. C'est inutile, il est trop tard, et puis... j'ai juste besoin de me reposer. Au moins, promets-moi d'aller le consulter dès demain. Oui, je te promets. Tout de même. Ces accès de fièvre à répétition, cette fatigue continuelle, ces quintes de tout cela n'est pas normal. Tu sais très bien que les médecins n'ont rien trouvé. La vérité, Léon, c'est que depuis que tu es aux affaires, je suis exténuée. Sans arrêt, des réunions, des meetings, des soirées, des voyages officiels. Et tout ce courrier auquel je dois répondre, tous ces dîners chez nous que je dois organiser, sans parler de mon travail de militante, j'ai des journées de dingue. Oh, je le sais, ma Thérèse. Je le sais. Que ferais-je sans toi? Tu sais, je me demande si je ne devrais pas démissionner. Tout cela est trop fatigant pour toi. Que dis-tu, Léon? Oui, peut-être devrais-je démissionner. Léon, ne raconte pas de bêtises.
Vous aviez raison ce soir de me tenir un tel langage. Je vois bien que le beau rêve du Front populaire est en train de s'évanouir. La discorde s'est installée dans nos rangs. Léon, cesse de te tourmenter. Comment le pourrais-je? Les forces de la réaction m'attaquent avec plus de violence que jamais. Et pourtant, nous avions tout fait pour nous attirer la confiance du grand capital. Était-ce vraiment à nous de le faire? Et le pire, Thérèse, le pire, c'est que le sang des ouvriers a coulé lors des dramatiques émeutes de Clichy. Tu te rends compte? Sous ma législature, le sang des ouvriers a coulé. Ah non, je ne suis plus digne de représenter le prolétariat, oui. Je devrais démissionner. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois rester aux commandes du navire. Pense à Jaurès. Il ne se serait pas découragé, lui. Jaurès. Que répondre à un tel argument? Viens, ma chérie. Tu dois te reposer. Tu es si fatigué. Repose-toi, je t'en prie. Jaurès, que feriez-vous à ma place? Oh, si vous pouviez me répondre. J'aurais tant besoin de vos conseils. Je me sens si seul. Léon. Qui est-ce? Léon. Jean, est-ce bien vous? Léon. Oui, Jean. Gardez confiance. Que dois-je faire? Continuez. Continuer. Que dois-je continuer? Souviens-toi. Souvenir? Mais de quoi? Dites-moi, Jean! Souviens-toi de moi. Les sénateurs sont déchaînés. Il y a un tumulte, on se croirait dans une arène. Une arène. Vous avez trouvé le mot juste. En défendant son dernier projet de loi, le président du Conseil ressemble bel et bien à un gladiateur qui combat pour sa vie face à une foule hostile. Et il a cette fois-ci affaire à porte partie. Mais quel est donc ce projet qui suscite une si véhémente désapprobation? Mais ma chère collègue, est-ce que vous tombez de la lune? Dans les rédactions d'Amérique, ignore-t-on à ce point la situation dans laquelle se trouve le gouvernement du Front populaire? Non, non, bien sûr. Mais nous ne sommes pas aussi bien informés que vous. Il existe encore des partisans de Léon Blum.
Depuis 15 jours, le gouvernement subit une offensive sans précédent. L'or et les capitaux se taillent. La trésorerie de l'État est à sec et le dernier emprunt n'a rapporté que... À la bourse, c'est la panique. On achète à tour de bras des dollars, des francs suisses, des livres sterling. Bref, le franc se casse la gueule, ma chère. Oh, ils sont vraiment déchaînés. Tiens, un ange passe. Bref, c'est la panique. Et pour le gouvernement, mais c'est l'asphyxie. Mais M. Blum ne fait-il rien contre cela? Ah oh que si. Notre cher président du Conseil a enfin osé présenter un projet de loi combatif. Demande des pleins pouvoirs pour utiliser des décrets-lois afin de prendre des mesures financières radicales. Et on connaît le détail de ces mesures? Oh, je sais en tout cas que notre Léon a demandé le contrôle d'échange et des mouvements de capitaux. Mais est-ce qu'il y a une chance que ce projet de loi soit adopté? Oh, on ne donne même pas 20 contre 1. Mais le président du Conseil a toujours la majorité. Bah, à l'Assemblée nationale, oui. Le projet de loi est passé. Bon, avec les cocos qui se sont fait tirer l'oreille, hein, et les radicaux qui ont voté du bout des lèvres. Mais au Sénat, la contre-offensive bat son plein. Et toute la droite fait front, bien sûr. Et le père Caillot, derrière son monocle, a réussi à se mettre dans la poche plus de la moitié des sénateurs radicaux, alors... Ah, le vote a eu lieu. Nous allons savoir. Le Sénat ne m'a pas suivi. Les radicaux m'ont lâché. C'est fini. Vous avez fait ce qu'il fallait, Édouard. Je me demande si je n'ai pas trahi le Front populaire. Bien sûr que non. Vous êtes dégagé d'une alliance funeste. Mais tout de même. Et vos électeurs, Édouard. N'oubliez pas vos électeurs. Non, je vous assure. Vous avez pris la bonne décision, croyez-moi. Ils vous seront reconnaissants d'avoir écarté la menace bolchevique. Vous avez raison. Mais tout de même, j'ai le sentiment d'avoir abandonné Léon Blum. Vous avez surtout abandonné une folle chimère qui était en train de mener le pays à la ruine. L'anarchie, c'est fini. Ce qu'il nous faut, c'est le retour de l'ordre. Vous avez raison. Le pays a besoin d'ordre et de discipline. Il faut remettre les Français au travail. Et tout cela, c'est vous qui allez l'accomplir, Édouard. Mais que va devenir le Front populaire? Tout ce que nous avons accompli n'était pas inutile. Il y avait tout de même des injustices à corriger. Maintenant que c'est fait, il est temps de retrouver vos vrais amis. Vous devez annoncer à vos électeurs que vous avez écarté la menace bolchevique. Édouard, n'oubliez pas vos électeurs. Oui. Je crois que j'ai bien fait. Ah oui. Vous avez accompli votre devoir. Léon, comprenez-moi. Les électeurs. Il le fallait. Alors, monsieur Caillot, vous avez bien manœuvré. Le Sénat vient de remporter une grande victoire. Messieurs les sénateurs, vous êtes satisfaits? Le gouvernement du Front populaire a été abattu. Monsieur Blum,
La majorité des sénateurs a rejeté votre projet de loi. Ils ne sont pas responsables du devenir de votre gouvernement. Oui, Caillot, vous avez convaincu suffisamment de sénateurs radicaux pour qu'ils votent contre moi. Je n'ai pas dû user d'une bien grande force de persuasion, tant leur méfiance à l'encontre de votre politique était grande. Vous devez reconnaître que votre expérience est un échec cuisant. Non, vous avez tort. L'expérience que nous avons menée est loin d'être un échec. Nous avons rendu justice à des millions de travailleurs. Si, Monsieur Blum, votre expérience est un échec. Gaspillage, gabegie, folle dépense, voilà ce qui a causé votre perte. Votre refus pathologique de l'équilibre budgétaire. Caillot, croyez-vous que nous allions occuper tout notre temps à assurer cet équilibre des Danaïdes? Nous avions un mandat du peuple, et le peuple réclamait justice. Blum, en juin 36, nous vous avions donné toutes vos chances. Mais votre expérience a mené le pays à la ruine. Ainsi se termine l'expérience Blum. Vous et vos amis du Sénat, vous ne pouviez pas vous opposer directement à nous. Aussi allez-vous patiemment user d'autres combinaisons qui ont permis de saper notre politique. Blum, mesurez vos paroles. Comment pouvez-vous proférer de telles accusations? Depuis plus de 50 ans, chaque fois qu'un gouvernement a voulu apporter des réformes de progrès social, le Sénat s'y est systématiquement opposé. Vous, Sénat, vous vous arrogez le droit de faire la politique de notre pays contre la volonté du peuple. Blum, prenez garde à ce que vous dites. Vous vous adressez à 3 représentants élus du peuple. 3 représentants élus du peuple? Vous plaisantez, je suppose. Représentant du peuple, monsieur le baron de Volmer, membre d'une famille de banquiers internationaux, propriétaire de banques d'affaires, de compagnies de chemin de fer, de sociétés pétrolières, d'assurances, de mines d'or, de cuivre, de sociétés métallurgiques, etc., etc. Représentant du peuple, monsieur Fargeau, président du consortium des forges, grand baron du fer, membre du comité du conseil d'administration de dizaines de sociétés industrielles et bancaires, propriétaire de la moitié des journaux de ce pays. Ça suffit, Blum, vous n'êtes pas à un meeting politique. Monsieur Fargeau, je me demandais quand vous alliez sortir de l'ombre. Alors je présume que vous êtes satisfait. Monsieur le Président du Conseil, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et vous, monsieur le baron? Le mur d'argent a de nouveau triomphé. Monsieur Blum, je vous en prie. Vous savez mieux que personne que l'argent est le moteur du monde. Sans l'argent, point d'investissement, point d'industrie, point de commerce. C'est grâce à nos fortunes que l'activité économique se développe de par le monde. Monsieur Blum, sans notre argent, il n'y aurait point de prospérité, point de société. Sans notre argent, ce serait l'anarchie, ce serait le retour à l'état sauvage. Sans l'argent, il n'y aurait pas de progrès. Car le progrès, en vérité, c'est nous. Vous êtes dans l'erreur. Le progrès n'est la propriété exclusive de personne. Il est l'héritage anonyme de l'humanité, car il englobe le labeur accumulé des générations précédentes. Le progrès, monsieur de Volmer, est le bien commun de l'humanité. Demain, le gouvernement se réunira pour la dernière fois. Je suis terriblement fatigué. Atterré devant les débris d'une œuvre rompue entre mes mains. Le bel été 36 n'est plus. Oh, ma chérie, je m'apitoie sur mon sort et je t'oublie. Qu'aurais-je fait sans toi? Tu m'as apporté ton enthousiasme.
La force indomptable. Tu m'as tout donné. Les années, ta santé. Et pour quel résultat? Repose-toi, ma chérie. Ai-je tort d'avoir voulu me concilier les forces des puissances d'argent? Oui, Léon. Tu as eu tort. Ma chérie, tu étais réveillée. Ne parle pas si cela te fatigue. Tu dois te reposer. Oui, Léon. Tu as eu tort de faire confiance à ces exploiteurs. Tant, tu sais comment ils pensent, comment ils agissent. Aurais-je été trop naïf? Mon grand citoyen, tu es trop bon. Tu as trop confiance en la nature humaine. Crois-tu? Mais oui, combien de fois en avons-nous parlé? Le capital n'obéit qu'à une loi, celle de son intérêt. Tu as raison, mais j'avais espéré... Espérer? Mais espérer quoi? Éveiller en eux de la compassion pour les misères ouvrières? Allumer dans leur âme la flamme du patriotisme? Bon, Léon, s'ils ont capitulé en juin 36, c'est uniquement parce que le rapport de force aurait été défavorable. Tu avais raison quand tu me disais que les grévistes étaient mes meilleurs alliés. Alors que moi je ne cessais de les fustiger, ces millions d'ouvriers impatients. Oui, je sais. Que me conseilles-tu? Ouvrir par la révolution la voie aux socialistes? Impossible. Le temps n'est pas mûr pour cela. Tu es bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le moment du grand soir. Tout est fini, Thérèse. Les forces de la réaction m'ont abattu. Oh, je ne fais que m'apitoyer sur mon sort, pendant que tu es là qui souffre devant moi, tremblante, fiévreuse. Oh, tu sais... Oui, je sais. Je sais ce que tu vas me dire. Oui. Je te connais comme si je t'avais fait. Vraiment? Tu vas me dire, Thérèse, il faut que tu retournes à l'hôpital. Léon, je n'en peux plus. Je ne retournerai plus à l'hôpital. À l'hôpital, tu seras mieux soigné. Je t'en prie, Thérèse. Si tu ne démissionnes pas, j'y vais. Sinon... Ça n'a rien à voir. Il faut te soigner. Pour le reste... Pour le reste? Mais que veux-tu dire? Parle, Léon. Dis-moi le fond de ta pensée. Le reste, tu sais bien, Thérèse. Les Grecs qui ont repris. L'or qui file à l'étranger, la trésorerie à sec. Notre parti qui n'accepte pas la pause. Les radicaux qui me critiquent ouvertement. Les communistes qui me traitent de social traître. Et tous les radicaux qui me lâchent. Léon, tu as la majorité. À l'Assemblée et encore. Mais au Sénat. Au Sénat, les radicaux m'ont trahi. Léon, pourquoi veux-tu capituler? Fais appel au peuple. Mobilise. Devant la rue, toute cette bande de vieillards Kakoshim, tous ces bougres de... Calme-toi. Calme-toi, voyons, tu n'es pas raisonnable. Léon, tu dois faire appel au peuple. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'épreuve de force. Le pouvoir, je l'ai exercé dans la légalité, avec la confiance des chambres. Si je ne l'ai plus... Tu t'en iras. Repose-toi, ma chérie. Il faut te reposer.
Et le lendemain, mon cher Daniel, je donnais au président de la République la démission de mon gouvernement. Quel dommage que vous n'ayez pas poursuivi la lutte pour vaincre le Sénat, ce nid de vieux bourgeois réactionnaires. La lutte était trop incertaine. Caillot avait repris le Sénat en main. Nous n'avions plus la majorité. Tous les sénateurs radicaux nous étaient devenus hostiles. Et puis... Et puis je dois vous avouer que la santé de ma pauvre Thérèse me hantait jour et nuit. Ces douleurs qu'elle essayait de me cacher, cette fatigue continuelle, ces craintes de tout. C'est sans doute une faiblesse quand on dirige un pays de laisser ses malheurs domestiques entraver sa mission. Mais je dois vous avouer que je ressentais une terrible lassitude. Je ne voulais pas réveiller en vous ce triste souvenir. Je pensais plutôt aux événements politiques. Oui, ce triste souvenir. La pauvre Thérèse s'est éteinte le 22 janvier 1938. Mais quels événements politiques! Le second gouvernement que je dirigeais et qui ne dura qu'un mois et demi, l'odieux accord de Munich, ce lâche soulagement qui entacha l'honneur de la France, et la honte indélébile du 10 juillet 40. Non, le gouvernement, la génération, pardon, à laquelle j'appartiens, n'a pas réussi dans sa tâche. Voyons, Léon. Vous oubliez que vous avez voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Sera cela mon unique titre de gloire? Léon, êtes-vous en train de m'éprouver? Que faites-vous de votre défense admirable lors de votre procès? Que faites-vous de tout ce que vous accomplissez du fond de votre geôle? Ne vous alarmez pas, mon cher Daniel. C'est ma belle-fille, Renée, qui depuis mon incarcération me rend visite quotidiennement. Ma chère Renée, toujours à l'heure précise, comme une horloge suisse. Je vous présente Daniel Meyer, qui coordonne le comité d'action socialiste clandestin. Il était en train de me reprocher mon défaitisme amer. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid cette nuit et que vous avez bien dormi. Oh, Léon, c'est plutôt à moi de vous demander cela. Cette cellule est une véritable glacière. Oh, je commencerai à me plaindre du froid quand l'encre commencera à geler. Et quand cela arrivera, je porterai plainte pour obstruction à la défense. J'espère que vous mangez bien. Oh, vous voyez, mon cher Daniel, couvé par tant d'attention, je ne risque rien quant à ma santé. Renée a, à mon égard, plus de sollicitude qu'une mère. Oui, j'ai fini l'intégralité des mets de choix que me propose mon hôtel 3 étoiles. Voyons, qu'ai-je mangé à mon dîner hier soir? Ah oui, gratin de queue d'écrevisse en entrée, suivi par une poularde de Bresse au morille, le tout arrosé d'un excellent chevalier Montrachet 1936. La meilleure année, faut-il le préciser. On va parler de poularde de Bresse en ces temps de restriction. Voilà bien votre sens de l'humour, Léon. Bon, mes enfants, mettons-nous au travail. J'ai divers documents à vous confier. Tant que l'instruction de mon procès n'est pas close, agissons, semons, informons, envoyons. Car après, Dieu sait où je serai transféré. Alors, quelles sont les nouvelles de la presse? Regardez la première page. Les troupes allemandes ont envahi la Russie. C'est inouï. Hitler attaquant la Russie. C'est terrible. Ah, terrible pour les Allemands. Cette attaque représente pour Hitler le pire des dangers. On peut espérer que l'immense diversion russe rende la victoire finale d'Hitler presque inconcevable. Rappelons-nous de l'aventure napoléonienne. Cette nouvelle m'a remonté le moral. René, avez-vous pu transmettre les derniers feuillets à nos amis? Rassurez-vous, Léon, ils ont été bien réceptionnés. Ils seront reproduits, distribués comme les précédents. Bien, bien. Voici les dernières feuilles que je viens de rédiger. Là. Elles sont particulièrement importantes, car elles développent
plusieurs idées cruciales à appliquer pour l'après-guerre. Tout ce que nous n'avons pas pu faire en 1936 et que réclame le pays. Quelles sont ces idées? La suppression des monopoles et des privilèges, c'est-à-dire la justice. La subordination des intérêts individuels au bien public, c'est-à-dire l'organisation collective de la production et de la distribution des richesses. Et la paix, c'est-à-dire l'ordre international. Daniel, vous partez pour Londres bientôt? Oui, demain. Cela commence à sentir le roussi pour moi. Voici 2 lettres, très importantes. À l'intention de Churchill et de Roosevelt. Je leur écris que seul le général de Gaulle a l'autorité nécessaire pour regrouper autour de lui tous les éléments de la France démocratique et résistante. Vous donnez votre caution à De Gaulle? Tout à fait. Ne craignez-vous pas de sa part quelque ambition personnelle? Non, je le connais un peu, pour l'avoir plusieurs fois côtoyé aux heures dramatiques de 1940. Je crois profondément à sa droiture et à sa loyauté. Je pense comme vous, Léon. Il est temps pour moi de vous quitter. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. Nous reverrons-nous un jour, d'ailleurs. Mon jeune ami, courage. Ayons confiance. La France n'est pas encore vaincue. Oui. Gardons confiance. Et bonne chance pour votre voyage à Londres. Mon ami, que Dieu vous garde. Vous aussi. Vous pleurez, René? Pardonnez-moi, Léon. Avoir vu votre jeune ami partir, que nous ne reverrons peut-être jamais, m'a fait penser à... Vous a fait penser à Robert. Et oui, Robert. Prisonnier en Allemagne. Moi aussi, je pense souvent à lui. Mais je connais sa rectitude d'esprit et sa fermeté d'âme. Je sais qu'il surmontera cette épreuve. Mais, enfin, c'est vrai tout de même, vous avez raison. Moi, enfermé ici à bois seul, mon frère René interné à Drancy et Robert prisonnier en Allemagne. Cela fait beaucoup de prisonniers pour une seule famille. Vous souriez, René. J'aime vous voir sourire ainsi. Dire que c'est vous qui me remontez le moral du fond de votre geôle. L'humour, ma chère René, est bien souvent le meilleur soutien dans le malheur. Bon. Avant que vous ne partiez, voyons ce qu'il nous reste à faire. Je vous ai bien remis mes dernières feuilles, mais je crois que nous n'avions pas fini de dépouiller la presse. Cette presse collaborationniste, unanime, se déchaîne contre vos dernières interventions au tribunal. Regardez. Mes ennemis personnels s'agitent, paniquent, et cela me ravit. Avez-vous lu cela, René? Ça ne manque pas de sel. Il paraîtrait que j'instille aux oreilles de ces pauvres magistrats le poison parfumé de la dialectique. Moi, le rhéteur de toujours, le subtil explicateur de la Bible, le talmudiste fuyant, déconcertant, insaisissable. Ah, je constate que le discours de ces messieurs n'a pas changé d'iota. Du fond de votre geôle, vous êtes en train de réveiller l'esprit qui animait le peuple de 1936. Mon procès est effectivement en train d'échapper à mes accusateurs. Et c'est ce qui m'inquiète. Vraiment, mais pourquoi? S'ils n'arrivent pas à vous condamner, que vont-ils faire de vous? J'imagine les pires choses. Rassurez-vous, René, je suis déjà condamné. Ce cher maréchal Pétain a annoncé qu'il prendrait lui-même les sanctions, avant même que le procès ne commence. Daladier, Gamelin et moi-même avons été condamnés à la sanction la plus exemplaire prévue par l'article 7 de la nouvelle Constitution, la détention à vie dans une enceinte fortifiée. Condamnés avant d'être jugés, au mépris des règles les plus élémentaires du droit. Qu'attendre d'autre d'un État fasciste?
Mon pauvre Léon. Ma chère, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi dans les semaines qui viennent. J'ignore quelle sera la décision de ces messieurs à mon égard. Mais quoi qu'ils fassent, je leur dirai ceci. Vous pouvez bien sûr nous condamner, mais vous ne pourrez pas effacer notre œuvre. Vous ne pourrez pas nous chasser de l'histoire de ce pays. Nous avons, dans un temps bien périlleux, personnifié, mais vivifié la tradition authentique de ce pays, qui est la tradition républicaine et démocratique. Nous ne sommes pas quelque excroissance monstrueuse dans l'histoire de ce pays parce que nous avons été un gouvernement populaire. Non, au contraire. Nous sommes dans la tradition de ce pays depuis la Révolution française. Voilà ce que vous ne nous avez pas pardonné. Vous ne nous avez pas pardonné d'avoir apporté un espoir au peuple, d'avoir pris en compte les volontés du peuple. Vous auriez voulu que nous trahissions la volonté exprimée par le peuple d'accéder au moins un petit peu à ce bonheur qui lui était refusé. Par une ironie bien cruelle, cette fidélité est devenue une trahison à vos yeux. Et je leur dirai... Et vous leur direz. Je leur dirai, cette fidélité n'est pas épuisée. Elle dure encore. Elle vit là, dans le cœur de chacun de nos compatriotes. Et même si vous avez du mal à le réaliser, sachez que la France en recueillera les bienfaits. Un jour, dans l'avenir, dans cet avenir où nous plaçons notre espérance,